Bienvenue sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la campagne présidentielle. On se retrouve comme tous les mardis jusqu'à midi dans Mediazap en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour Clément, bonjour à tous. En compagnie de Samy. Bonjour Samy. Bonjour tout le monde. Et en compagnie de Cassandra. Bonjour. Au sommaire de Mediazap cette semaine, une revue de presse commentée avec notre invité politique. Cette revue de presse sera suivie d'une longue interview consacrée au programme. Aujourd'hui, notre invité politique est porte-parole régionale d'Eva Joly, Aliénor Bertrand. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, la revue de presse. On commence donc par la revue de presse. Le jeudi 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Quelles sont les mesures que propose Eva Joly pour les femmes ? Un certain nombre, évidemment, qui concernent aussi bien les questions d'égalité dans la vie civile, donc d'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, que d'autres propositions qui concernent plutôt la vie politique. Alors vous savez que Europe Écologie Les Verts est quand même le premier parti à avoir défendre la parité. Nous présentons aux législatives des candidats hommes et femmes à parité dans les circonscriptions du département, de la région et puis de l'ensemble du pays. Donc ça, c'est une première chose. Non seulement, effectivement, on propose des choses, mais aussi on les met en acte et vous pouvez le constater. Alors maintenant, tout ça, ça ne suffit pas. Donc ça ne suffit pas parce que nous sommes quand même un pays lanterne rouge. On est le 46e pays au monde pour, disons, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est quand même pas un score formidable. Donc il y a de grands progrès à faire. Alors l'une des mesures qui est proposée par Eva Joly, qui me semble extrêmement intéressante sur le plan de l'égalité salariale, c'est de conditionner les aides publiques au respect par les entreprises de cette égalité salariale. C'est une mesure simple, c'est une mesure pragmatique et certainement une mesure efficace. À la une, le jeudi 8 mars aussi, de l'Humanité, le Front de gauche prend de la hauteur. C'est la première fois que le parti de Jean-Luc Mélenchon faisait 10%. On sait, d'après les études de sondage, qu'il a pris une partie des électeurs d'Eva Joly. Ça vous inquiète que le Front de gauche augmente ou vous dites c'est bien pour la gauche ? Je ne suis pas inquiétée par le score du Front de gauche. Je suis, disons, contente de voir que Mélenchon reprend un certain nombre de nos propositions. Je veux dire, mais ça prouve que, je veux dire, on partage effectivement avec le Front de gauche un certain nombre de réflexions et de propositions. Bon, en revanche, disons, ce qui m'inquiète, c'est que dans la partie écolo de son programme, on en est quand même beaucoup plus à des slogans et des déclarations de principe qu'à de vraies propositions. Voilà. À la une, le vendredi 9 mars, c'était l'anniversaire du drame de Fukushima. À la une de Libération, la cicatrice japonaise. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré les leçons de Fukushima, en partie, pas du tout, ou totalement ? Absolument pas. J'imagine que cette réponse-là était attendue. On ne les a pas du tout tirés. Alors, en revanche, effectivement, il y a quand même un certain nombre d'institutions publiques qui se sont émues d'un certain nombre de désinformations qui concernent l'industrie nucléaire en France. Donc, vous savez qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui indique, par exemple, que dans les estimations du coût du nucléaire, celui du démantèlement des centrales nucléaires n'a jusqu'à présent pas été pris en compte et que c'était quelque chose qui était tout à fait fallacieux. L'autorité de sûreté nucléaire a aussi commandé des audits de nos centrales qui ont montré qu'il fallait au moins investir 10 milliards d'euros pour qu'elles soient conformes au stress test de Fukushima. Donc si on met tout ça ensemble, ça nous donne un gros paquet de 60 milliards d'euros à investir pour continuer, donc qu'on peut permettre à l'industrie nucléaire de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est un gouffre financier. Il me semble que, je veux dire, avec un minimum de bon sens, on devrait comprendre que la seule voie qui s'impose à nous, c'est celle de la transition énergétique et donc de l'investissement massif dans les énergies renouvelables. J'ajoute, bien sûr, c'est le plus important, que je crois qu'on n'a pas tiré les leçons les plus dramatiques de la catastrophe, c'est-à-dire une réelle prise de conscience
du danger représenté par les centrales nucléaires. Je vous rappelle que aussi bien à Fessenheim qu'à Tricastin et dans un certain nombre d'autres endroits, mais là ce sont les plus évidents, les centrales sont construites sur des failles et que dans les deux cas, on a évidemment un refroidissement des centrales nucléaires qui se fait par des cours d'eau, un canal dans le cas de Fessenheim et puis l'eau du Rhône qui est retenue par le barrage de la Donzère dans le cas de Tricastin, et qu'en cas de catastrophe cumulée, donc de tremblement de terre et de rupture des barrages, ce qui est un risque qui est loin d'être improbable, eh bien on assisterait à un scénario identique à celui de Fukushima. Donc il me semble que la fermeture de Fessenheim et celle de Tricastin sont une priorité. On reviendra longuement sur ces sujets dans la question du programme, sur la question de l'énergie avec vous tout à l'heure. À la une des Échos le vendredi 9 mars, 74 milliards de bénéfices pour les stars du CAC 40. Est-ce que pour vous c'est signe de la bonne santé financière de l'économie française et c'est une bonne nouvelle, ou est-ce que c'est profondément choquant ? Moi, j'aimerais bien que les industries françaises investissent massivement, et je crois que ce qui nous intéresse, c'est la qualité des investissements dans la production et non pas les scores au CAC 40. Donc, je crois que la santé d'une économie se mesure à la qualité des investissements et des réinvestissements dans l'économie et non pas, je veux dire, à des chiffres abstraits de rendement financier. À la une du Figaro dimanche, le sauvetage de la Grèce redonne espoir à l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on a sauvé la Grèce en effaçant une partie de sa dette, en la restructurant ? Ou non, la situation est loin d'être terminée ? J'espère ne pas être trop pessimiste en vous proposant de nous donner rendez-vous dans quelques temps pour reparler à nouveau d'un énième plan de sauvetage. Très bien. À la une du lundi 12 mars, évidemment, toute la presse revient sur le meeting de Villepin de Sarkozy. Est-ce que vous l'avez regardé ? Et si oui, qu'en avez-vous pensé de ce qui est ressorti, des propositions ? Non. Savez-vous qu'au moment du meeting, il y avait une grande manifestation antinucléaire, une chaîne humaine, qui a réuni 60 000 personnes entre Lyon et Avignon. Donc nous avons réussi à réunir plus de militants que Sarko à Villepinte. J'étais effectivement ailleurs. Très bien. Il a parlé, durant ce meeting, de la sortie de Schengen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça choquant ? Eva Joly est, pour une Europe fédérale, le projet d'ailleurs, Europe Écologie Les Verts, est très européen. Est-ce que ça vous choque de parler de sortie unilatérale de Schengen ? Écoutez, si je devais être choquée chaque fois que Nicolas Sarkozy a une nouvelle idée en tête, plus antidémocratique que la précédente et plus liberticide, je passerai mon temps à l'être. Donc non, ça ne m'a guère étonnée. En revanche, sur le fond, évidemment, c'est une mesure qui est un non-sens. Elle est un non-sens humain, et ça, effectivement, vous avez rappelé quels sont nos principes en matière de liberté de circulation, mais elle est aussi un non-sens politique. Vous savez que ces accords de Schengen sont en fait en train d'être rediscutés, et cette espèce de proposition en pleine campagne électorale vraiment a de quoi choquer tous nos partenaires européens. Je vous rappelle aussi que il me semble que Claude Guéant a séché une réunion qui avait lieu le 8 mars voilà, sur cette question. Donc là, vraiment, franchement, c'est pas très sérieux tout ça. À la une ce matin de la presse, à la une du Monde, comment relancer la croissance française ? Alors je sais que c'est pas facile comme question, mais je vous la pose telle quelle. Alors écoutez, là pour le coup, je crois que nous avons des choses à dire sur la relance de la croissance. Bien que nous ne soyons pas du tout partisans d'une croyance à tout prix et disons qui soit uniquement orientée pour elle-même, il faut réorienter la croissance vers des productions qui sont écologiquement porteuses et d'avenir. Donc oui, nous avons un grand nombre de propositions de développement des énergies vertes, de développement d'un tissu de PME et donc de protection des PME pour l'isolation, la protection des bâtiments, de reconversion dans l'agriculture bio, etc. Donc des propositions pour la croissance, nous en avons. Nous ne pensons pas que effectivement ce problème-là soit insoluble, à condition de prendre et d'avoir la volonté politique de prendre les tournants qui s'imposent. À la une de la Croix aussi ce mardi, la question, je vous la pose de la même manière. Faut-il davantage de protectionnisme ? Ça fait évidemment référence à la sortie de Schengen que propose Nicolas Sarkozy.
Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de protectionnisme? Est-ce qu'il s'agit de fermer les frontières aux citoyens européens, fermer les frontières aux marchandises? Bon, là, je crois qu'on pose mal le débat quand on parle simplement de protectionnisme. Ce qui est important, c'est de conditionnaliser effectivement l'entrée de certaines marchandises en Europe, d'imposer des conditions environnementales et des conditions sociales pour éviter le dumping social dans les pays du tiers-monde. Nous sommes responsables de ce qui s'y passe aussi. Donc ça, je ne sais pas si c'est exactement du protectionnisme. Je crois que c'est surtout une solidarité bien comprise avec les pays du Sud. On vous remercie pour avoir commenté cette revue de presse avec nous. Tout de suite, une musique, Janis Joplin et Summertime, et on se retrouve après pour discuter du programme. Jumping now, hey, the cotton Lord, cotton is high, love so high, you toss rich, and you're gonna think she's a mighty good looking bird. Oh, she's looking pretty fine to me now. Yeah. Oh, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. We're gonna go, and I'm gonna spread your wings, and take to the sky, oh, the sky, until the morning, honey, no, nothing's gonna harm you, babe. I said, honey, nothing's ever gonna let you down. Oh, I just wanna do it. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. De l'action et de l'info, c'est le débat politique sur Radio Campus Montpellier. On se retrouve dans Mediazap pour le débat politique avec notre invité Aliénor Bertrand. Alors ma première question est toute simple. Quel est votre objectif électoral, Eva Joly? Faire passer les 5%, aller le plus haut possible? Je crois que vous venez de donner la réponse. La deuxième est la bonne. Aller le plus haut possible. Je crois que nous ne sommes pas au bout de cette campagne présidentielle. Il y a encore des moments qui sont les plus importants. Donc oui, ce que nous essayons de faire, c'est d'aller le plus loin possible. Alors, les sondages plafonnant à 2,5%, 3% pour Eva Joly, vous inquiètent-ils? Les sondages ne m'inquiètent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le score qu'on fera au soir du premier tour. Eva Joly fait une campagne de terrain, une campagne de proximité.
Et je ne suis pas sûre que les flottements qu'on voit dans les sondages reflètent exactement la réalité de ce que sera le vote au soir du premier tour. Est-ce que vous pensez que cela remette en cause sa campagne? Alors, c'est une question qui m'amuse, parce que je crois qu'on la pose depuis juillet dernier, et les journalistes ne se lassent pas, donc... c'était quoi votre question déjà? Non, la campagne d'Eva Joly, en aucun cas, ne peut être remise en cause par ce genre de choses-là. D'accord. Est-ce qu'elle peut être remise en cause par éventuellement des erreurs? Est-ce que vous trouvez qu'elle a fait des erreurs? Notamment, je pense au « Je l'emmerde » adressé à Corinne Lepage. Écoutez, je trouve assez drôle qu'on reproche à la fois à Eva Joly d'être rigide, de ne pas se lâcher, et puis lorsqu'il y a un petit écart de langage, de lui tomber dessus. Non, vraiment, enfin là non plus, c'est pas c'était quand même une erreur. Enfin, ça n'a pas été non plus une aubaine. Vous trouvez ça bénéfique? Je trouve ça ni bénéfique ni maléfique. Je pense que c'est un non-événement. Je veux dire. Elle a dit ce qu'elle pensait. Elle a dit ce qu'elle pensait. Elle a dit de façon un peu grossière. C'est pas son habitude. C'était peut-être pas la chose la plus élégante qu'elle ait dite, on va dire. Voilà. Mais au-delà de ça, ça me choque pas plus que ça. Alors aujourd'hui, pour la première fois, un sondage place en tête Nicolas Sarkozy au premier tour. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça ne m'inspire pas grand-chose, là non plus. Ce qui me semble important, c'est non seulement ce qui se passera au soir du premier tour, mais aussi et surtout au second tour, lorsque les forces de la gauche seront réunies. Et là, je crois que les sondages auxquels j'accorde relativement peu d'attention sont quand même, de ce point de vue-là, suffisamment significatifs pour que ces petits renversements de tendance ne m'inquiètent pas le moins du monde. Il y en a un dans votre camp qui s'est intéressé à cette question des sondages. Il a dit, avec des sondages aussi moyens, c'est Noël Mamère, donc un des soutiens d'Eva Joly, enfin je sais pas si c'est un des soutiens avec ce qu'il a dit. Il a dit, quel est l'intérêt de maintenir la candidature d'Eva Joly, surtout avec la remontée de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il y aurait un risque à gauche? Est-ce que ça vous choque que Noël Mamère ait tenu ces propos? Alors, est-ce que ça me choque? Il y a longtemps que je devrais être choquée, puisqu'il y a un certain nombre de gens chez nous, dont Daniel Cohn-Bendit particulièrement, qui a clamé haut et fort, je veux dire, qu'il était contre une candidature d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Donc tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de gens qui font une campagne, disons, sinon négative, du moins de résistance passive. Mais il faut quand même savoir que de notre dernier congrès, la tendance de Daniel Cohn-Bendit n'a fait que 26%, que dans son propre camp, très peu de gens étaient en réalité sur la même ligne que lui. Donc je crois que lorsque les journalistes se font écho de ce genre de propos-là, eh bien effectivement, ils travaillent contre la candidature d'Eva Joly, sans du tout refléter la ligne politique du parti et l'engagement des militants au quotidien et d'un grand nombre de personnalités politiques, Cécile Duflot, Eva Joly, José Bové, aux côtés d'Eva. L'écologie est très absente dans les présidentielles. Pourquoi? Et est-ce que vous pensez que le fait qu'Eva Joly se présente, ce soit la cause de l'absence de l'écologie dans le programme des autres candidats? Alors non, je ne le crois pas, d'autant moins que lors de la dernière campagne présidentielle, les questions qui avaient été posées à tous les candidats avaient effectivement mis l'écologie sur le devant de la scène. Donc je ne pense pas du tout que la présence d'un candidat ou d'une candidate à la présidentielle fasse disparaître l'écologie des programmes. Non, ce que je crois plutôt, c'est que effectivement, il y a un désintérêt gravissime des deux plus grands partis de notre pays pour les questions écologiques. Pour l'UMP, c'est une caricature. On a eu droit à une grande messe médiatique répétée avec le Grenelle, et tout ça est maintenant largement oublié. Donc effectivement, on voit pas très bien comment l'UMP pourrait parler d'écologie dans cette campagne. Il me semble qu'un des petits signes qui le montre aussi, c'est le fait que Nathalie Kosciusko-Morizet soit porte-parole de la campagne, et donc il n'y ait personne au ministère de l'écologie. Pour ce qui est
Pour ce qui est du Parti socialiste, les choses sont un peu différentes, mais on est quand même très très loin du compte aussi. Et alors j'ai lu, comme vous sans doute, que François Hollande prononcerait un de ces quatre un grand discours sur l'écologie et l'environnement. Je le souhaite, je ne souhaite pas le contraire. Nous avons passé un accord avec le Parti socialiste pour les législatives, dans lequel effectivement nous avons défendu bec et ongle un certain nombre de principes écologiques. Donc je souhaite qu'il y ait un infléchissement de la campagne des socialistes de ce côté-là, mais je dois dire que pour l'instant je ne le vois pas du tout venir. Donc la campagne d'Eva Joly est une nécessité, et ce qui est regrettable, c'est que elle ait été l'objet, je dirais quand même, d'une campagne de presse extrêmement négative, et alors que les questions écologiques sont des questions qui nous concernent tous et devraient donc modérer un petit peu certaines réactions parfois très vives des journalistes et de certaines personnalités politiques aussi. Est-ce que vous pensez que l'accord qui a été signé avec le PS, un accord législatif, dont certains disent qu'il a été fait dans le dos un peu d'Eva Joly, qui a favorisé Cécile Duflot ou Jean-Vincent Placé, est-ce que vous pensez que cet accord, ça l'emprisonne finalement dans sa démarche de candidate à la présidentielle? En plus, on sait que la présidentielle, c'est pas une élection favorable aux écologistes en général. Alors, je ne pense pas qu'Eva Joly soit emprisonnée par cet accord. Je crois qu'elle défend notre programme. Notre programme n'est pas le programme qui a été passé pour les législatives, puisque nous avons acté avec le Parti socialiste des accords et des désaccords. Parmi ces désaccords, vous le savez très bien, il y en a qui sont très importants, comme la sortie du nucléaire, dont nous souhaitons qu'elle se fasse en 20 ans, l'arrêt de la filière MOX. Vous savez très bien aussi qu'il y a plus que des flottements au Parti socialiste sur ces questions-là. Il me semble que la campagne d'Eva Joly n'est donc pas du tout restée prisonnière de l'accord. Elle a fait émerger dans le débat public ces questions qui sont des questions fondamentales, et ça va continuer. L'année dernière a été marquée par les affaires politico-financières, on pense à Karachi ou Wörth-Bettencourt. Pourquoi Eva Joly, ancienne juge d'instruction dont l'intégrité n'est plus à prouver, est-elle restée inaudible sur ces questions? Est-ce que c'est un choix stratégique? Oh non, je ne crois pas qu'Eva Joly soit restée inaudible. Je pense que son slogan d'une république exemplaire est entendu par tous. Je crois justement au contraire que les gens lui font plus que crédit là-dessus. Ce qu'on lui a reproché, c'est éventuellement de ne pas avoir en début de campagne insisté suffisamment sur les questions écolo. Je crois que ce reproche était infondé, puisque le début de la campagne était quand même très marqué par la sortie du nucléaire. Donc moi, il me semble que Eva Joly capitalise, si j'ose dire, le travail qu'elle a fait en tant que magistrate, qu'elle s'en sert pour montrer, par exemple, que sur les questions financières, lorsqu'elle entend des choses du type les puissances financières sont des puissances aveugles, bien elle sait quoi dire. Elle sait dire que non, la puissance financière a des visages, qu'elle connaît ces visages, et que donc tout n'est pas une question de système et d'abstraction. Il y a des personnes qui prennent des décisions, et que bien souvent, malheureusement, des décisions qui sont prises et que ces affaires relèvent tout simplement du droit commun. Certains lui reprochent un côté justement trop juste d'instruction. La politique, c'est aussi la séduction, l'empathie. Vous ne pensez pas que ce sont des qualités qui lui manquent quand même pour une présidentielle ? Alors pas du tout. Moi je crois que Eva Joly est quelqu'un qu'on écoute lorsqu'on se donne la peine de ne pas tirer sur elle à boulet rouge. Je suis très frappée par le type de silence qui se fait dans les meetings lorsqu'elle commence à parler. Je crois que sa voix est une voix différente. Elle le dit, elle le répète. Elle est quand même la seule candidate qui ne fasse pas partie du sérail, qui ne soit entrée en politique depuis peu. Alors maintenant, je veux dire, il faut savoir un petit peu ce qu'on cherche. Il me semblait que les analyses qui avaient été faites du désintérêt pour la politique, de l'abstentionnisme, épinglait fréquemment le fait que le personnel politique restait entre lui, dans une espèce d'entre-soi qui excluait en fait la participation de chacun au débat public. Eva Joly ne fait pas partie de ces rails politiques. Elle a des choses à dire, et je crois que alors le terme d'empathie, moi, me gêne un peu, parce que l'empathie en politique, vous savez, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup.
C'est quoi? Ça veut dire l'adhésion à un chef, à une chef. Non, en revanche, l'écoute, le débat, je crois que ce sont de vraies qualités et Eva Joly les possède. Au soir du second tour des primaires socialistes, on a vu Aubry, Hollande se serrer la main, ils étaient réunis, ils font campagne ensemble. Est-ce que vous en voulez à Nicolas Hulot de ne pas avoir fait de même et de ne pas vous soutenir aujourd'hui? Écoutez, j'ai absolument aucun type d'affect personnel à l'égard de Nicolas Hulot que je ne connais pas. Je pense qu'il n'a pas tenu sa parole, que c'est dommage, qu'on peut le regretter. Maintenant, sa décision lui appartient. On se retrouve après pour la partie sur le programme avec Aliénor Bertrand. Tout de suite, une musique, 50 Miles from Vancouver, Eternal Youth, Eternal Fun. On se retrouve sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM, toujours avec Aliénor Bertrand et nos chroniqueurs Samy, Cassandra et David. On passe au programme. Alors je vais vous poser la première question, on va commencer thème par thème, alors je vais les égrener petit à petit. Le premier thème c'est économie, finance, fiscalité. Vous souhaitez vous attaquer, avec notamment la compétence d'Eva Joly par rapport à ça, aux exilés fiscaux. N'êtes-vous pas en accord avec ce qu'a annoncé Nicolas Sarkozy hier soir, qui souhaite lier l'impôt à la nationalité, et aussi avec son autre proposition de Small Business Act, qui fait partie de votre projet? Alors d'abord, effectivement, oui, ça fait partie des nombreux effets d'annonce de Nicolas Sarkozy, un coup à droite, un coup à gauche, on ne sait pas très bien où il tire et quelle est la cohérence de l'ensemble. Mais nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette proposition, sauf qu'elle est un petit peu à cache-misère dans sa bouche, dans la mesure où ce qui est important, ce n'est pas tellement seulement la lutte contre les exilés fiscaux, c'est la suppression des niches fiscales. Or là-dessus, on l'attend toujours. Seconde question, vous voulez, Eva Joly, c'est une proposition à elle seule, elle veut augmenter tous les minima sociaux de 50% sur le quinquennat.
à la conférence de presse où je me suis rendu, elle a indiqué que c'était un coût d'environ 9 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez qu'on peut se le permettre ? Écoutez, j'espère bien qu'on peut se le permettre. Il faut savoir quelles sont les priorités qu'on se donne. Effectivement, nous, on passait un petit peu vite sur la question précédente, mais nous avons des projets ambitieux en matière de réforme fiscale. L'État a quand même un devoir de redistribution, devoir auquel il ne s'est absolument pas plié dans le dernier quinquennat, c'est tout le contraire. Donc cet argent-là, on peut le trouver. On peut le trouver effectivement grâce à la réforme de l'impôt direct. J'ai parlé tout à l'heure de la suppression des niches fiscales, de la lutte contre l'évasion, mais aussi il y a d'autres mesures, comme des mesures qui portent sur les impôts indirects, sur la TVA, particulièrement les exonérations qui portent sur le kérosène, les exonérations qui portent sur les pesticides. Donc voilà, je crois qu'il faut savoir si l'outil fiscal est un outil de redistribution et de justice sociale et écologique ou si c'est autre chose, si c'est un alibi à un supplément d'âme pendant une campagne électorale. Vous souhaitez l'instauration de 2 nouvelles tranches sur l'impôt sur le revenu à 60% au-dessus de 100 000 euros et à 70% au-dessus de 500 000 euros par an. Est-ce que vous pensez que c'est pas trop élevé et trop confiscatoire et que ça n'emmènerait pas à un exode fiscal ? Trop élevé, trop confiscatoire. Alors là, vraiment, je suis étonnée de vos qualificatifs. Non, il me semble que ça n'est que un tout début de justice. Vous savez que nous sommes aussi pour le plafonnement des plus hauts salaires à 30 fois le SMIC. Donc, je sais pas, peut-être vous allez me dire aussi... Dans le privé et dans le public ? Nous allons peut-être dire que c'est confiscatoire. Non, je pense que trop d'inégalités, c'est vraiment contraire à la justice. C'est tout le contraire. La confiscation, elle n'est pas de ce côté-là du tout. Pour le plafonnement des salaires de 1 à 30, c'est dans le privé et dans le public ou seulement dans le public ? Non, c'est une mesure générale qui évidemment ne peut pas être mise en place d'un coup de baguette magique, mais c'est ce vers quoi nous voulons tendre. Nous sommes aussi pour un revenu minimum d'existence, donc il est évident que si vous voulez les conditions économiques qui sont la réalité quotidienne de la vie de chacun d'entre nous sont pour nous une priorité et c'est affaire de justice. Et la fiscalité, évidemment, est l'outil essentiel pour permettre de réinstaller un tout petit peu plus de justice sociale. On est quand même très très loin de la confiscation de la fortune des hyper riches. Comme vous le savez, la France a une dette très importante, près de 1700 milliards d'euros. Vous souhaitez réduire d'1 point de PIB par an la dette. Or, les engagements européens nous obligent à être à 3% en 2013. Vous allez violer les règles européennes ? C'est un mot qui me dérange. Je pense que nous sommes de bons négociateurs. Nos parlementaires européens font la preuve, session après session, qu'ils sont capables de passer des compromis et de négocier. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de choses dont on peut rediscuter. Dans votre programme, je n'ai vu aucune mesure de réduction de dépenses publiques. Peut-être il y en a, mais est-ce que c'est sérieux ? Nous sommes pour, au contraire, une augmentation des dépenses publiques pour ce qui est socialement important. Nous sommes pour revenir sur la suppression d'un fonctionnaire sur 2. Nous sommes pour créer des emplois dans l'éducation nationale. Nous sommes pour des investissements écologiques. Donc effectivement là, nous sommes dans une vision qui est opposée à la fois à celle de l'UMP et du Parti socialiste. Nous pensons qu'il est important d'investir et que cet investissement, écoutez, il y a des moyens de le financer. La dépense publique, c'est 56,6% du PIB. Vous pensez qu'on peut l'augmenter encore et que c'est raisonnable en même temps en vouloir baisser la dette ? On peut la répartir différemment. Ça, c'est extrêmement important. Et on peut effectivement, ce qui est important aussi, c'est les recettes. On en a parlé tout à l'heure. Et les recettes, elles sont pas seulement fonction de la modification des assiettes fiscales et des impôts indirects. Elles sont aussi fonction de l'enrichissement. Et voilà, il me semble qu'il y a là des relations de cause à effet qui font que soit on mise sur une poursuite de la crise et effectivement on est dans une vision qui n'a d'autre horizon que l'austérité, soit on considère, et je vous l'ai dit
dit tout à l'heure en début d'émission que la croissance, à condition d'être réorientée vers des investissements et vers des pans de l'économie qui sont des pans de l'économie durables et nouveaux, eh bien, il est possible effectivement de relancer la croissance. Donc, simplement, là, ça suppose une volonté politique, ça suppose de réorienter et de reconvertir des pans de l'économie et non pas simplement d'accompagner ce qui se passe. On passe à notre thème qui est lié aussi à la croissance, c'est le thème de l'emploi avec une question de Cassandra. Dans votre programme, vous souhaitez créer 1 million d'emplois d'ici 2020. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, vous voyez, les deux questions sont tout à fait liées. Créer de l'emploi, c'est permettre aussi des nouvelles ressources pour l'État et donc augmenter les capacités d'investissement public. Alors bon, là, cette transition étant faite, oui, le programme d'Eva Joly est bien le seul à proposer la création d'1 million d'emplois. Ces emplois, nous les trouvons évidemment dans les filières renouvelables. L'éolien, le solaire. Je vous donnerai un exemple. La filière éolienne, actuellement en Languedoc-Roussillon, c'est 600 emplois. C'est peu. On a un gisement en matière de développement de l'éolien ici qui est considérable. Donc voilà, là il y a effectivement une grande source d'emplois directs et d'emplois indirects. La deuxième source, si vous voulez, de création d'emplois, ce sont les économies d'énergie, l'isolation des bâtiments. Donc là, ça s'accompagne, si vous voulez, c'est pas seulement, comment dirais-je, un chiffre qu'on annonce. Ce chiffre-là, il s'accompagne aussi de tout un programme visant à créer et encourager la création de PME qui vont tout à fait dans le sens, puisqu'on n'a pas abordé le thème, je ne sais pas si vous allez le faire ensuite, mais cette vision que nous avons de l'économie, elle est quand même liée alors nous ne disons pas la réindustrialisation, etc., mais la relocalisation, la reconversion de l'économie vers les circuits de proximité, donc les énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments, ce sont des emplois qui sont non délocalisables, la reconversion de l'agriculture en bio, de la même manière, qui est encore un autre volet de notre programme de création d'emplois, ce sont aussi des emplois non délocalisables. On considère à peu près qu'on peut créer 75 000 emplois directs dans la filière bio, c'est pas du tout négligeable. Et là aussi, c'est pas des chiffres qui sont avancés en l'air. Il faut pour cela que les collectivités locales aient des politiques volontaristes d'achat du bio, donc le passage de l'alimentation scolaire, la restauration scolaire en cantine bio, etc. Bon, enfin bon, il y a encore d'autres volets, si vous voulez, volets de création d'emplois qui sont possibles, liés particulièrement à la restructuration des transports publics. Puisque alors nous sommes pour il faut être bien conscient que quand on annonce une création d'1 million d'emplois, on est aussi conscient des emplois. J'ai dit tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. Reconvertir l'économie, ça veut dire créer des emplois, mais ça veut dire aussi en reconvertir d'autres. Donc nous savons que notre programme anticipe, accompagne la diminution de l'emploi dans le secteur automobile, qu'on chiffre à peu près 60 000 emplois. Mais en revanche, nous pensons qu'il est possible de créer 30 000 emplois dans les transports collectifs. Alors, je prendrai un dernier exemple qui est extrêmement parlant, celui de la filière nucléaire. Là aussi, si vous voulez, nous savons que il y a dans cette filière-là des emplois qui vont disparaître et il y en a d'autres qui vont être maintenus puisque les centrales nucléaires, ça doit se démanteler. Et là, il y a aussi toute une reconversion de cette filière qui est possible et qui est potentiellement créatrice d'emplois. Alors, excusez-moi encore, voilà, parce que c'est 1 million d'emplois, ça fait beaucoup. Alors, soit effectivement on annonce un chiffre, soit on le déploie. Donc, tout ce dont j'ai parlé maintenant, ça concerne la transition écologique de l'économie. Il y a aussi le volet social
de notre programme, qui est effectivement porteur d'emploi, qu'il s'agisse de l'amélioration des conditions du logement, donc la lutte contre la précarité énergétique et contre le mal logement, et puis tous les emplois qui sont liés à la prise en charge. Dans notre programme, il est écrit la prise en charge solidaire de la dépendance. Ce sont des mots un peu bureaucratiques, j'aime pas trop ça. Je veux dire, ce qui me semble, c'est qu'il faut recréer des liens intergénérationnels et que là, effectivement, il y a aussi une source de nombreux emplois. On les chiffre à peu près à 200 000. J'ai du mal à comprendre. Ces emplois, c'est des emplois publics où vous fournissez des aides aux entreprises. Ça a un coût, évidemment, vous l'avez chiffré. Alors attendez, dans chacun des différents domaines, il y a des situations qui sont complètement différentes. Il est évident que lorsque on parle de reconversion de filière économique et de tissu de PME, c'est d'emplois privés, mais l'État dispose d'outils pour aider à la création de ces emplois, qui sont évidemment les incitations fiscales, dont on peut user de façon très différente, beaucoup plus orientée, beaucoup plus fine. Donc il s'agit évidemment pas de dire que l'État va créer, enfin je sais pas très bien ce que ça pourrait être, une espèce d'écologisme d'État, je sais pas où on a pu voir ça. Non, en revanche, ce qui est important, c'est de disposer d'outils de planification, d'outils de fiscalité pour permettre aux entreprises de créer ces emplois, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure quand même, le maintien des emplois de fonctionnaires dans l'éducation nationale, et l'État a tout à fait son rôle à jouer dans ces domaines-là. Alors on parle de travail, et moi j'aimerais parler justement de temps de travail. Donc vous voulez réduire le temps de travail de 35 à 32 heures par semaine, mais sachant que les 35 heures ne sont plus adaptées à la situation du pays, et notamment, je prends l'exemple des cadres où l'on travaille rarement 35 heures par semaine, mais bien plus, eh bien comment expliquer que l'on puisse passer à 32 heures en étant mieux ou aussi bien payé? Et je vais rajouter une seconde partie à la question. Est-ce que cela ne va pas nuire à l'attractivité du pays alors que vous voulez relocaliser une partie de l'économie? Écoutez, moi je suis fière que nous soyons quand même encore aujourd'hui un parti de gauche qui croit au partage du travail. Je crois qu'en temps de crise, ne plus oser proposer de partager le travail et de réduire le temps de travail, c'est quelque chose vraiment qui m'interroge. Donc oui, cette mesure, c'est une mesure qui est tout à fait symbolique de l'ensemble de notre programme. Nous voulons un changement de société, nous le revendiquons. Et ce changement de société-là, si vous voulez, évidemment, il suppose qu'on soit capable de partager le travail. Donc, alors des réponses techniques, il y en a un certain nombre. Ce qui est important, c'est que il y a quand même un grand nombre de chômeurs dans notre pays, que une meilleure répartition du travail est pensable, qu'elle est possible, que je sache, nous avons un retour d'expérience avec les 35 heures qui nous permet de réfléchir sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et donc la voie à suivre, c'est pas celle d'un retour en arrière et d'une disparition des 35 heures, c'est au contraire d'être pragmatique et d'essayer de mieux partager le travail en bénéficiant d'expériences acquises. Merci pour ces réponses sur ces sujets. On se retrouve pour parler d'éducation, d'Europe, de nucléaire évidemment, après la diffusion d'une chanson, Pelux, Pony. C'est maintenant sur Radio Campus Montpellier.
leg of lamb. A leg of chicken, but never a leg of a potato. On se retrouve sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM pour la dernière partie de Mediazap où on va aborder les thèmes de l'écologie, l'énergie, le nucléaire, l'immigration ou les institutions. Première question sur l'énergie, c'est Samy. Et donc je commence avec une question sur l'énergie. Les Verts souhaitent la sortie totale et progressive du nucléaire en 20 ans. Vous misez sur les énergies renouvelables pour remplacer le nucléaire. Aujourd'hui, plus de 3/4 de notre énergie provient des centrales nucléaires. Ni l'éolien ni le solaire ne permettront de remplacer entièrement le nucléaire, au moins à court terme. Êtes-vous d'accord avec ce constat ? À court terme, alors qu'est-ce que vous appelez du court terme ? Nous ne sommes pas pour la sortie immédiate du nucléaire demain matin. Nous sommes pour une sortie du nucléaire en 20 ans. En 20 ans. Qui est quelque chose qui a été très réfléchi et travaillé. Vous savez que nous appuyons sur un certain nombre de rapports et de plans, dont particulièrement celui du manifeste Négawatt. Donc il n'est absolument pas absurde de penser qu'on peut se passer de l'énergie nucléaire en 20 ans, sauf que votre question est incomplète. On ne se passera pas de l'énergie nucléaire en remplaçant l'énergie nucléaire par les énergies renouvelables, point. Ce qui est important aussi, évidemment, c'est d'engager un grand chantier d'économie d'énergie où, j'aime bien le nom de l'association Négawatt. Vous savez que Négawatt, c'est les watts qu'on ne consomme pas. Donc le plus grand gisement de transformation de notre consommation énergétique se trouve dans la réduction et la baisse de la consommation inutile. Une des mesures d'Eva Joly en ce sens-là, c'est par exemple l'interdiction du chauffage électrique dans la construction des logements neufs. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, réforme aussi, bien sûr, des coûts et de l'achat, du rachat du kilowatt. Si on intégrait l'ensemble des coûts du nucléaire, on en a parlé un petit peu en début d'émission, si on intégrait dans le coût le démantèlement, la maintenance, etc., on aurait à peu près une équivalence entre le prix de revient de l'énergie renouvelable, solaire et éolien, et de l'énergie nucléaire. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Voilà. Le nucléaire a été sous-estimé pendant 30 ans. Le prix, il était à 42 euros mégawatt-heure. À côté, l'éolien, c'est 80 euros. Le solaire et le photovoltaïque, c'est 300 à 600 euros. Tous les spécialistes disent que l'électricité va augmenter de 30 à 50% le prix sur les 5 prochaines années. Est-ce que vous pensez que sortir du nucléaire, ça aggraverait pas encore les choses ? Et je suis bien d'accord, le mégawattheure à 42 euros, c'est sous-estimé pour le nucléaire et c'est bien au-dessus. Oui, c'est bien au-dessus, mais je permets de vous interrompre, c'est entre 70 et 90 euros.
voilà, quand on suit les chiffres selon les estimations qui ont été faites aussi bien par l'autorité de sûreté nucléaire que par la Cour des comptes, on doit mettre ce prix à 70 ou 90 euros, qui est exactement le prix de revient des énergies renouvelables. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Là, il y a une question de choix, il y a une question de volonté politique, d'accompagnement, puisqu'évidemment, tout ça n'est pas magique, hein. Mais si on réfléchit uniquement en termes de coûts, il n'y a aucune raison de continuer à favoriser l'énergie nucléaire et à ne pas arrêter le plus vite possible cette énergie polluante, dangereuse, excessivement chère. D'ici à 2020, on a besoin de Attendez, excuse-moi, je complète, excessivement chère parce que l'énergie nucléaire, vous voyez, son coût augmente, peut-être augmentera-t-il encore davantage. En revanche, le prix des énergies renouvelables, lui, va baisser. Et pour le moment, le photovoltaïque, c'est quand même bien au-dessus. Non, c'est l'équivalent. Si on tient compte de tous les coûts, je suis désolée, j'insiste, c'est important. C'est 70 à 80 euros. Très bien. Bon. C'est aux auditeurs de vérifier les chiffres et de voir si ils sont convaincus par vos propos. Il faut réduire les gaz à effet de serre. On a des objectifs d'ici 2020. Or, le nucléaire, ça a quand même un avantage, c'est que ça ne rejette pas de CO2. L'Allemagne a abandonné, comme vous le savez, le nucléaire. Enfin, prévoit cet abandon pour 2025 et du coup va devoir importer du gaz russe, avoir une perte d'indépendance énergétique et peut-être rouvrir des mines à charbon. Est-ce que vous pensez que c'est la solution de sortir si vite du nucléaire? Est-ce qu'il ne faut pas attendre plus longtemps que justement le photovoltaïque soit moins cher? Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y en a une qui concerne le rapport qui existe entre le nucléaire et les gaz à effet de serre, d'une part, et il y a d'autre part la question de la souveraineté énergétique. Bon, alors, je vous signale que la France, productrice d'énergie nucléaire, très jalouse de ses slogans d'indépendance énergétique, importe d'Allemagne depuis 2002 de l'électricité. Et ça, c'est pas qu'elle importe de temps en temps, c'est que les bilans annuels nets sont des bilans qui font de la France une importatrice et non pas l'inverse. Donc, en aucun cas, l'énergie nucléaire, malgré ce qu'on nous chante, n'est l'outil privilégié de notre indépendance énergétique. Voilà. Alors maintenant, sur la deuxième question qui concerne le rapport, enfin, qui était la première dans votre intervention, qui concerne donc le fait que le nucléaire nous aiderait à éviter de polluer, disons, et de contribuer au réchauffement climatique. Je pense que ce que vous dites est en partie inexact, parce que si l'on tient compte de la construction des centrales nucléaires, de tout ce qui concerne leur maintenance, ces chiffres, cette idée selon laquelle le nucléaire est neutre en carbone est une idée qui est quand même tout à fait discutable et contestable. Le thème de l'écologie, de la protection de l'environnement, peut-il trouver une place dans la conscience et le quotidien des Français en cette période de crise économique et sociale? Alors, j'ai envie de vous répondre que oui, à condition de savoir écouter autre chose que le grand ramdam qui se fait sous notre nez. Je crois qu'en période de crise, les gens sont beaucoup plus soucieux de ce qui importe réellement pour eux, c'est-à-dire des liens sociaux qu'ils sont capables de nouer et aussi des conditions concrètes dans lesquelles ils vivent. Conditions concrètes dans lesquelles, effectivement, se trouve d'abord notre rapport à l'environnement. Donc, je crois que c'est le contraire de ce que vous dites. Moi, il me semble que les richesses qu'on a quand, effectivement, on rencontre des difficultés économiques, ce sont de vraies richesses, des richesses qui ne sont pas seulement pensables en termes numéraires, en termes comptables, et que, effectivement, la qualité de l'environnement dans lequel on vit est importante. Et j'ajoute que, là, bien sûr, ce que nous défendons, c'est une justice environnementale. Il est tout à fait injuste que les plus privilégiés d'entre nous puissent aller se promener où ils veulent, quand ils veulent, retrouver un rapport à la nature qui leur fait du bien, et que dans la plupart de nos villes, plus les choses avancent et moins la nature est préservée. On passe au thème de l'éducation. Alors, au-delà de la création, du recrutement de 20 000 enseignants, quelles sont vos mesures pour l'éducation ? Brièvement, s'il vous plaît. Alors, nos mesures pour l'éducation, si vous voulez, d'abord, l'égalité.
C'est-à-dire que l'éducation, elle doit être la même partout dans le territoire. Donc il est évident que nous sommes complètement hostiles à toutes les formes de privatisation de l'enseignement ou toutes les mesures qui tendent à donner aux chefs d'établissement et aux collectivités locales un pouvoir tel qu'il créerait des inégalités territoriales. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, nous sommes aussi comment dirais-je, conscients que les enjeux d'éducation sont les enjeux les plus importants. Donc les conditions d'enseignement sont aussi extrêmement importantes. On a assisté à des rentrées scolaires de plus en plus dramatiques avec des réductions de postes, un nombre d'enfants à charge par enseignant beaucoup trop élevé. L'éducation, c'est aussi un apprentissage humain qui se joue dans le rapport à l'enseignant. Il est hors de question que les enseignants continuent d'être absolument surchargés ou d'avoir des élèves sans enseignants, tout simplement, comme on le voit de plus en plus souvent. On passe à la question de cannabis. Alors, vous souhaitez dépénaliser l'usage du cannabis. Comment le justifiez-vous? La question est simple. Comment le justifions-nous? Alors, certainement pas par un goût immodéré de l'usage des drogues. Non, je dis ça parce que parfois on entend des choses qui sont tellement comiques à ce sujet-là que je crois qu'il n'est pas mauvais de le préciser. La question, c'est que nous apporte exactement la répression du cannabis. Donc c'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle favorise ou défavorise l'usage des drogues? Est-ce qu'elle favorise le passage du cannabis à des drogues plus dures ou le contraire? Écoutez, là je crois que, en dehors de l'agitation de fantasmes divers, ce qui est avéré, c'est que plus on a une politique qui est répressive dans ce domaine, et moins on se donne le moyen, au contraire, de permettre aux usagers des drogues de comprendre dans quelle dépendance ils se trouvent, et donc plus en réalité on favorise la dépendance. En termes d'immigration, votre parti souhaite la régularisation de tous les sans-papiers. Cette mesure risque d'encourager l'immigration de ceux qui viennent de pays du Sud et de laisser les portes ouvertes à n'importe qui. Pourquoi ne pas faire du cas par cas comme le Parti socialiste le souhaite? Pardonnez-moi d'être un peu brutale, mais ça veut dire quoi, n'importe qui? Je suis quand même extrêmement choquée par votre question. Non, mais en fait, quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire que est-ce que cette mesure ne va pas encourager que l'immigration qui vient des pays du Sud, mais quand je dis n'importe qui, c'est évidemment une caricature. Voilà, c'est pour dire est-ce qu'on ne saura plus ensuite qui vient? Et qui c'est quoi? Non, mais comment on contrôle les flux migratoires si on régularise tous les sans-papiers? On ait tellement d'immigration qu'ensuite on ne sache plus, on n'ait plus aucun contrôle sur cette dernière. Alors, je crois que vous posez le problème inverse. Le problème n'est pas celui-ci. Le problème, c'est pourquoi créons-nous en France et sommes-nous sans état d'âme relativement quant à la création de populations qui sont harcelés, qui travaillent, qui sont effectivement l'objet de toutes sortes de discriminations policières. Pour moi, le problème, c'est celui-là d'abord, et c'est la réalité. Les fantasmes sur l'invasion des immigrés, écoutez, moi, c'est pas les miens. Ça ne va pas encourager, vous pensez, une immigration massive? L'Espagne l'a fait de régulariser 80 000 sans-papiers. Les socialistes en arrivant au pouvoir, ils l'ont regretté après. Je veux bien qu'il y ait des situations particulièrement dramatiques dans la gastronomie où il y a des sans-papiers qui sont totalement exploités parce qu'ils n'ont pas de papier et il faudrait les régulariser. On est d'accord, je pense, tous autour de cette table pour ça. Mais de régulariser tous, même les clandestins récents ou quoi, ça ferait peut-être, pardonnez-moi l'expression, un appel d'air à notre... Ça créerait surtout, ça créerait surtout des conditions propices à de vrais dialogues et discussions avec les pays qui sont la source de l'immigration. Mais pourquoi pas de cas par cas? Du cas par cas de quoi? Vous voulez qu'on... Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que on accepte en France, par exemple, que les gens qui sont très diplômés et que, disons que quand il y a des couples mariés, on laisse celui qui serait moins diplômé. Enfin, il y a quelque chose que je comprends pas très bien dans la justification humaine des propositions que vous défendez. Alors je comprends pas très bien, en revanche, le sens politicien que ça peut avoir en ce moment. Ça, j'ai aucun mal à le comprendre, mais sur le fond, vraiment, je ne suis pas sûre qu'on soit pas là en train de justifier des choses qui sont simplement injustifiables. Enfin, moi, et je suis pas sûre qu'on le regrette
bientôt, vivement, bien plus qu'une invasion des pays du Sud. On ne défend pas ces positions, ça fait partie de projets politiques d'autres partis, et donc on Juste vous voulait avoir interroger sur- votre avis par rapport à d'autres partis comme l'UMP ou le Front National. Dernière question, puisque le temps nous manque, c'est sur les institutions. Vous souhaitez quand même la 6ème République, c'est important. Première question sur ce thème, est-ce que vous pensez que déjà c'est la préoccupation première des Français en temps de crise de changer la Constitution? Et ensuite, à quoi ça sert d'élire Eva Joly présidente si comme elle le souhaite, elle donne tous les pouvoirs au Premier ministre, qui n'est pas élu, qui est nommé? Est-ce que c'est pas antidémocratique? Et si vous supprimez les pouvoirs du président, à quoi sert l'élection au suffrage universel du président, qui est l'élection préférée des Français, celle où ils participent le plus? Alors, attendez, là aussi, il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a la critique du régime présidentialiste. Oui, nous sommes pour un régime parlementaire, nous sommes contre le régime présidentialiste. Et ça, c'est une position qui est extrêmement ferme. Et deuxièmement, oui, nous avons besoin d'une 6ème République. Je veux dire, le cumul des mandats, c'est quelque chose qui est absolument insupportable, qui entraîne une concentration du pouvoir qui est tout à fait contraire à tout ce que nous souhaitons en termes d'amélioration du fonctionnement démocratique des institutions. Donc je crois que cette 6ème République, elle est importante et que, alors effectivement, c'est une chose qui peut paraître invisible en temps de crise. En réalité, c'est déterminant. Permettre une plus grande participation de tous à l'exercice des fonctions d'élection, qu'elles soient gouvernementales ou qu'elles soient locales, c'est effectivement une des clés qui nous permettront de faire de la politique autrement et d'envisager ensemble un meilleur avenir. Je remercie Antoine à la technique, notre invité Aliénor Bertrand d'Europe Écologie Les Verts, David, Cassandra et Samy pour leurs questions. La prochaine émission sur Radio Campus Montpellier, c'est le nez de Cléopâtre à 12h30. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou Twitter pour commenter l'émission. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau rendez-vous de Mediazap. Je vous souhaite une agréable journée sur Radio Campus Montpellier.